Bien, eh bien, je crois qu'on peut commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Nous nous retrouvons à l'occasion de la parution du livre Sport Power, le sport, nouvel atout géopolitique pour les villes françaises, publié aux éditions Autrement. Un ouvrage écrit par Lucas Aubin, qui est directeur de recherche à l'IRIS, en charge du programme Sport et géopolitique, en collaboration avec France Urbaine, l'association transpartisane des grandes villes, métropoles, communautés et agglomérations urbaines qui promeut l'Alliance des territoires, et l'association Territoire d'événements sportifs qui rassemble en France les communes et métropoles qui accueillent des grands événements sportifs. Et l'association représente également les villes hôtes auprès des comités d'organisation, des pouvoirs publics et du mouvement sportif. Alors, en observateur et ou passionné de sport que vous êtes, vous n'êtes pas sans savoir que les Jeux olympiques, les Coupes du monde, les championnats internationaux et bien d'autres événements, globalement, l'organisation de grands événements sportifs suscite de nombreux débats et sont la source de nombreuses réflexions. Celle que l'on vous propose aujourd'hui se fera sous un angle encore relativement peu abordé dans le champ de la recherche. Nous sommes précisément à 107 jours du début des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et avec le relais de la flamme olympique, l'engagement des villes et des métropoles françaises dans l'organisation de ce méga événement est de plus en plus tangible pour le grand public et évidemment pour les élus des communes, des métropoles et des villes. Suite à la grande arrivée qui sera faite à Marseille le 8 mai prochain, le relais de la flamme se poursuivra dans 66 villes-étapes et traversera plus de 400 villes du territoire français afin de mettre en lumière leur contribution au rayonnement du patrimoine sportif, culturel, naturel et historique du pays. C'est un exemple parmi tant d'autres qui permet d'illustrer la réflexion menée par Lucas Aubin dans cet ouvrage. Si le sport est un vecteur évident de soft power pour les États, on peut se demander ce que l'organisation de tels événements peut apporter aux villes organisatrices. Et qui plus est dans des territoires qui sont confrontés à des enjeux aussi bien environnementaux que sociétaux. Euh, donc, dans ce contexte, on peut se demander quel est le rôle des villes et des métropoles en matière de sport power en France et évidemment quelles sont les volontés politiques et les stratégies pour développer l'identité et l'attractivité des villes. Nous aborderons donc pendant 1h30 ces différentes questions et je remercie évidemment Lucas Aubin d'être présent ce soir. Je remercie également Pim Verschuren, maître de conférences spécialisé sur les questions liées à l'impact du sport dans les relations internationales à l'Université Rennes 2. Et je remercie également en avance Carole Gomez qui va nous rejoindre et qui est assistante diplômée en sociologie du sport à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. L'un et l'autre éclaireront très certainement les réflexions menées par Lucas à travers cet ouvrage. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vous propose de laisser la parole à Lucas Aubin afin qu'il nous présente l'ouvrage et la réflexion qu'il a menée, puis les objectifs fixés. Ensuite, je donnerai la parole à Pim Verschuren et Carole Gomez afin qu'ils nous donnent leur point de vue. Pour ma part, je me permettrai éventuellement de compléter leurs propos par une ou plusieurs questions si cela est judicieux. Et puis, dans un second temps, nous disposerons d'un temps pour le public afin que vous puissiez nous poser des questions par l'intermédiaire du chat que vous aurez sur Zoom. Toutes les questions qu'on prendra devront être écrites. J'insiste là-dessus. J'essaierai de retranscrire un maximum de questions. Lucas, la parole est à toi. Super. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation très, très claire et exhaustive. Euh, Écoutez, déjà bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'on est actuellement 73, c'est très bien. Je suis ravi. Donc aujourd'hui, on est réunis ensemble pour vous présenter, enfin je vais essayer déjà dans un premier temps de vous présenter l'ouvrage Sport Power que j'ai écrit donc, au cours des derniers mois en partenariat donc, avec France Urbaine et Territoire d'événements sportifs. Euh, En fait, on s'est rencontrés avec Territoire d'événements sportifs et France Urbaine il y a, je dirais, une année à peu près, un an de ça, et on est parti d'un constat commun, à savoir que, d'une part, aujourd'hui, la géopolitique du sport est partout.
C'est-à-dire qu'en tout cas, on en parle énormément, beaucoup plus qu'il y a 10 ans, encore plus qu'il y a 20 ans. Et avant 20 ans, on n'en parlait pas du tout, en fait, ou quasiment. Aujourd'hui, c'est devenu un thème de recherche à part entière. On a des dizaines et des dizaines de chercheurs et de chercheuses qui travaillent sur ces sujets désormais, qui prennent le sport euh, au sérieux, sans forcément eux-mêmes se prendre au sérieux, et c'est très bien comme ça. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui cette idée que le sport est véritablement une discipline et qu'il faut l'investir, cette discipline. Longtemps, on a cantonné justement la géopolitique du sport, enfin ça fait finalement 20 ans maintenant, on a cantonné la géopolitique du sport à avant tout euh, des oppositions entre des États. On a pensé justement la guerre froide du sport, par exemple, donc cette opposition entre l'Union soviétique et les États-Unis pendant plusieurs décennies. On a pensé cette course aux médailles comme une opposition systémique entre différents modèles. Si on revient encore euh, plus en amont dans l'histoire, on avait les Jeux olympiques de 1936 à Berlin, qui finalement ont un peu été le coup de semonce à grande échelle de la façon dont la géopolitique, dont le sport pouvait être utilisé comme un instrument géopolitique. Donc aujourd'hui, le constat, il est très clair. On est rentré dans un monde multipolaire avec énormément de puissances différentes qui cherchent justement à s'approprier, dans une certaine mesure, l'arme du sport power, la puissance du sport. Donc, tout au long du XXe siècle, c'était d'abord les puissances occidentales. Aujourd'hui, on a la Chine, le Qatar, l'Arabie saoudite, le Brésil, euh, la Russie, bref, tout un tas de puissances qui se sont ajoutées aux puissances occidentales pour finalement révéler que le monde devenait effectivement de plus en plus multipolaire et que finalement le sport était le reflet de ce nouveau monde, mais que dans le même temps, il en était également partie prenante. Et face à ce constat, la conclusion, enfin l'interrogation qu'on avait avec France Urbaine et Territoires d'événements sportifs, c'était mais du coup, quid des villes, quid de la finalement de ce qu'on pourrait appeler la micro-géopolitique, mais qui est présente partout, à savoir justement comment finalement aujourd'hui une ville en France utilise-t-elle le sport pour rayonner, pour s'étendre, pour se construire une image, etc. Euh, Évidemment, il existe aujourd'hui des recherches sur ce sujet-là, mais elles sont assez éparses. Et finalement, on a eu cette idée ensemble d'écrire cet ouvrage justement pour faire une espèce de synthèse de la géopolitique du sport à l'échelle des villes françaises. Et donc, c'était un travail assez délicat, puisque comme je le dis, c'était un champ qui jusqu'à présent avait été assez peu investi. Donc il a fallu tâtonner, il a fallu défricher, il a fallu discuter. Euh, Notre démarche, elle était assez simple. Donc moi, je suis arrivé avec mes connaissances en géopolitique. À l'origine, je suis spécialiste sur la géopolitique du sport en Russie. J'avais travaillé pendant plusieurs années sur justement le système politico-économico-sportif russe. J'avais déployé un certain nombre de méthodes justement pour pouvoir réaliser mes travaux et j'ai essayé du coup de les appliquer à la géopolitique du sport, mais cette fois en France par l'intermédiaire de ces villes. La différence, évidemment, entre la Russie et la France, elle est énorme. Elle est énorme dans le sens où en Russie, le système sportif, il est avant tout vertical. En France, le système sportif, il est surtout décentralisé, mais pas uniquement, et justement, on va en discuter, je pense, ensemble. Et donc, ces modèles très différents font que j'ai dû, pendant plusieurs mois, donc ça à peu près 6 mois, interroger des élus des grandes villes et métropoles françaises, justement, pour essayer de comprendre comment
ils et elles concevaient la géopolitique du sport à leur échelle. Et c'était très intéressant parce que, en fait, la plupart du temps, les réponses étaient: ah, la géopolitique du sport, oui, on en a entendu parler. Oui, on sait ce que c'est, plus ou moins, de façon plus ou moins lointaine, etc. Mais nous, on n'en fait pas trop, enfin, peut-être pas. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que après, de discussion en discussion, de fil en aiguille, on se rendait compte ensemble que, en réalité, si, ils et elles en faisaient à différents niveaux et finalement utiliser le sport comme un instrument d'influence, de soft power comme on appelle, mais pas uniquement. On va le voir, il y a plusieurs types justement de manières d'utiliser le sport aujourd'hui. Et donc après avoir interrogé tous ces élus, toutes ces élus, il a fallu du coup essayer de poser ça dans cet ouvrage et ça a été de longues heures d'écriture justement pour arriver à ce résultat. Les conclusions de cette recherche, elles montrent plusieurs choses, mais déjà la première chose qu'on peut dire, c'est que malgré toutes les difficultés, on le voit là à l'aune des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 de Paris. On voit que beaucoup de cet événement cristallise énormément de critiques, et à raison, hein, souvent, sur l'organisation, sur les attentes qui ne sont finalement pas, sont pas suffisamment, enfin, les, comment dire, la façon dont l'événement va se tenir n'est pas à la hauteur des attentes de la population, etc. Le fait qu'on a un certain nombre de problèmes qui arrivent euh, donne la sensation que cette puissance sportive française est en difficulté. Si on pose les choses à plat, de façon très rationnelle, la puissance sportive française, en tout cas en matière d'organisation d'événements sportifs, est l'une des plus performantes qui existent aujourd'hui. Depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, la France est un des pays qui a accueilli le plus grand nombre de ce qu'on appelle méga événements sportifs internationaux, à savoir ces événements sportifs qui touchent l'ensemble de la planète, l'événement durant. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais très rapidement, on a donc les JO d'hiver d'Albertville en 92, on a la Coupe du Monde de football 1998, on a masculin, on a l'Euro de football masculin euh, 2016, on a la Coupe du Monde de football féminin en 2019, le mondial de rugby masculin en 2023 et les deux éditions olympiques qui arrivent, d'été en 2024 et d'hiver en 2030. Tout ça mis bout à bout, euh, c'est dans une certaine mesure assez impressionnant et il y a peu d'équivalents à l'échelle internationale. Après, la puissance sportive, le sport power, ça ne se résume pas du tout à ça. Évidemment, ça ne se résume pas du tout à accueillir un événement. C'est ce qu'on en fait, bien sûr, et c'est aussi la pratique sportive au sein d'un territoire, la pratique sportive pour les amateurs et les amatrices, pour les professionnels, athlètes de haut niveau, etc. Et là, effectivement, il y a d'autres critiques qui pourraient arriver, mais globalement, le constat il est là, les villes françaises accueillent régulièrement, depuis une trentaine d'années maintenant, de très grands événements sportifs. Ce qui est intéressant, c'est que le sport power peut être décliné en différents outils, en fait, différents outils. Donc, on a l'outil soft, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fameux soft power. Donc, on utilise le sport pour attirer en fait les regards sur soi, attirer les populations du monde entier d'un point de vue touristique par exemple, ou aussi attirer les investisseurs, par exemple, des investisseurs économiques, etc. Bref, attirer vers son modèle. Donc ça, c'est une chose, c'est la tarte à la crème, le sport power, c'est du soft power. C'est ce qu'on utilise évidemment de façon assez régulière. Pourtant, le sport power, ça comprend d'autres justement dimensions. Euh, une des dimensions, c'est ce qu'on appelle
City branding, ça c'est un sujet qui est revenu assez régulièrement dans les discussions, à savoir à l'échelle locale, en fait, l'idée qu'on peut utiliser le sport comme un instrument de marketing pour participer à la construction de l'image euh, d'une ville, en fait. Il est intéressant de voir que chaque grande ville, ou moyenne d'ailleurs parfois, à l'international, rayonne souvent par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une skyline qui s'implémente plus ou moins naturellement dans l'esprit collectif des touristes, etc. Quand on pense par exemple à Paris, on a des images qui viennent assez naturellement, que ce soit en France ou à l'étranger. Alors Paris est un exemple un peu tarte à la crème parce que c'est une des villes les plus touristiques de la planète, mais quand on pense Paris, on pense Tour Eiffel. Donc sur la skyline de Paris, on a la Tour Eiffel, on a l'Arc de Triomphe, on a potentiellement le Louvre, et on a aussi potentiellement maintenant le Stade de France, parce que c'est le lieu où se déroulent les plus grandes rencontres sportives euh, de Paris et de la France. C'est là où on a eu la finale 98, c'est là où a été accueillie la finale de l'Euro 2016, euh, par exemple, etc., etc. Bref, si on pense Marseille, évidemment, la skyline, c'est le Vieux-Port, c'est la Bonne Mère et c'est le Stade Vélodrome. Euh, Là, on a évidemment ce fameux triptyque, donc un club, un stade, une ville, quelque chose d'assez courant qui existe aujourd'hui à l'échelle française. Voilà, donc ça, c'est pour le city branding. Je ne vais pas vous décliner toutes les façons d'utiliser le sport, parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a un élément qui est intéressant, et je voulais un peu terminer là-dessus avant de laisser la parole à mes camarades. Euh, la dimension diplomatique est véritablement centrale aujourd'hui en ce qui concerne la question sportive. La diplomatie du sport, c'est une dimension des relations internationales qui est relativement récente en France. Par exemple, c'est la ministre des Sports Valérie Fournéron en 2014-2015 qui en a parlé pour la première fois. Enfin, c'est la première fois à ce moment-là que un ou une ministre des Sports employait l'expression, l'utilisait et s'emparait en fait de cette question pour justement utiliser le sport comme un vecteur diplomatique. Euh, Par comparaison, en Russie, l'expression diplomatie du sport, elle est apparue bien plus tôt, enfin bien plus tôt en tout cas, en 2009. Et si on va encore plus loin, des puissances comme la Chine et les États-Unis faisaient déjà en fait de la diplomatie du sport dès les années 70. On se souvient de la diplomatie du ping-pong euh, initiée entre la puissance américaine et la puissance chinoise en 1971, qui avait vu justement une succession d'échanges de joueurs et de rencontres entre des pongistes chinois et des pongistes américains. Et cette diplomatie du ping-pong, comme on l'a appelé, elle a permis, entre autres, évidemment, de réchauffer les relations entre les deux puissances qui se sont par la suite d'ailleurs alliés notamment contre l'Union soviétique. Bref, cette diplomatie sportive, en France, elle est investie depuis 2014-2015. Finalement, c'est assez tard. C'est assez tard et c'est intéressant de se dire qu'il y a encore une marge de progression euh, assez importante. Il n'est pas tout, évidemment, d'accueillir des événements sportifs, il n'est pas tout d'avoir de bons résultats sportifs. Encore faut-il réussir aussi à utiliser le sport pour nouer de bonnes relations avec d'autres États, pour utiliser le sport comme une passerelle, finalement, euh, lorsque certains dialogues sont rompus ou difficiles, par exemple. Euh, Dans le cadre de cette étude, Sport Power, j'ai pu notamment voir que certaines villes avaient justement pris à bras le corps cette idée. Évidemment, Paris, beaucoup, mais d'autres villes comme Nice, par exemple, et Marseille le faisaient également. Et Marseille, notamment, avait développé toute une stratégie de rayonnement dans l'espace méditerranéen et en Afrique du Nord à travers le sport, par exemple, et avait noué notamment des partenariats avec d'autres villes comme Athènes, par exemple, en Grèce. Voilà. Donc aujourd'hui, et je vais vous laisser la parole, euh, le sport power français, il est à la recherche d'un
d'un nouveau souffle. On est à l'aune finalement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On est à un moment clé. D'un point de vue géopolitique, ce sera probablement les Jeux les plus tendus depuis la fin de la guerre froide, peut-être. En tout cas, on peut en discuter. Le conflit entre Israël et la Palestine va cristalliser l'événement, tout comme celui entre la Russie et l'Ukraine. La question des athlètes russes et bélarusses pose énormément de questions. Évidemment, il y a énormément de débats, etc., qui circulent ces derniers mois, voire ces dernières années. Euh, Selon moi, aujourd'hui, et pour penser, il faut commencer à réfléchir, et j'ouvrirai là-dessus, au sport du futur, au sport de demain. Euh, on est dans un moment charnière, un moment de ce qu'on pourrait appeler de désoccidentalisation euh, du monde. Évidemment, il y a un équilibrage des forces géopolitiques à l'échelle internationale. Non pas que l'Occident fondamentalement s'effondre, mais en tout cas, il est davantage concurrencé par un certain nombre de nouvelles puissances non occidentales. Et on est donc désormais dans un monde multipolaire où un certain nombre de puissances majeures cohabitent, en fait. Et c'est un moment très excitant, passionnant, finalement. Et parmi toutes ces nouvelles puissances, on a tout un tas de régimes différents. On a des régimes verticaux, des autocraties, des dictatures, des démocraties, bref, plein de modèles différents. Et dans ce contexte-là, que peut apporter la France avec son modèle sportif décentralisé, avec ses villes qui ont chacune leur propre stratégie, plus ou moins conscientisée, etc., etc. Pour le moment, elle pourrait essayer justement de développer, déployer son modèle sportif démocratique, essayer de le rendre plus écologique, plus inclusif, euh, et en améliorant évidemment les droits humains. Et le sport, on le sait, c'est le reflet un peu des sociétés, c'est le reflet, c'est le reflet des sociétés dans lesquelles on vit. Et il peut aussi servir à inspirer un certain nombre de populations à l'échelle internationale. Pour le moment, beaucoup de critiques, évidemment, tombent sur les grands événements sportifs, à raison, souvent coûteux, polluants, non respectueux de certains droits humains, etc. Si on veut penser du coup le sport du futur, le sport power de demain, les villes pourraient essayer d'être à l'avant-garde un nouveau modèle du sport davantage écologique, inclusif, durable euh, et respectueux des droits humains. Voilà. Voilà pour la présentation, disons, générale de cet ouvrage. Et bonjour Carole, au passage. Et bonjour Carole. Merci Lucas en tout cas pour ces explications et finalement cette présentation assez synthétique, même si tu as repris un certain nombre d'éléments qui sont développés dans l'ouvrage. Je ne sais pas si Pim et Carole ont déjà des éléments sur lesquels ils veulent revenir, mais en tout cas, j'ai peut-être une première question, c'est pourquoi finalement le modèle français est-il à part, ou en tout cas peut-on le considérer comme à part? Est-ce que c'est simplement le phénomène de décentralisation? Ou est-ce que ça s'explique justement par le fait qu'il y ait de multiples territoires avec des villes qui présentent des enjeux fondamentalement différents? Comment ça s'explique en fait? Est-ce que Pim ou Carole, vous voulez intervenir ou... Oui, bonjour à tous, bonsoir, merci. Je me permets de rebondir parce que j'avais une question qui est la suite logique de ta question, Aurélie. Donc, je me permets du coup de- de suivre le pas. Merci beaucoup tout d'abord pour cette invitation à discuter de cet ouvrage que j'ai lu avec grand intérêt. Merci beaucoup de me faire revenir un peu à l'IRIS également, où j'ai passé quelques années sur ces questions sportives et où je suis très heureux de pouvoir y retrouver ces débats si riches et aussi si critiques sur ces concepts et sur ces exemples voilà, de stratégie, de diplomatie, de géopolitique du sport. Donc c'est toujours vraiment avec un grand intérêt que j'aime beaucoup intervenir voilà, sur ces sujets. Et puis effectivement, ce sujet est vraiment d'actualité et c'est pour moi la première fois que je vois une traduction
dans le secteur sportif, effectivement, de cette émancipation, de ces prises de position de ville ou de métropole à l'échelle internationale sur la question de la géopolitique du sport, ou en tout cas de stratégie sportive, de stratégie de rayonnement culturel, sportif, etc., mais toujours autour des événements sportifs. Et voilà, le rapport d'information parlementaire sur la géopolitique du sport, il y a quelques mois, en France, avait souligné effectivement que les collectivités territoriales avaient effectivement des intérêts à suivre derrière ces stratégies sportives. Donc, voilà, mais en termes scientifiques, en termes de recherche, de réflexion, effectivement, ça manquait. Surtout qu'il y a un pan de recherche en diplomatie et en relations internationales depuis maintenant quelques décennies sur justement la paradiplomatie et ces entités non étatiques qui ont aussi un agenda et des intérêts et des stratégies diplomatiques. Et les villes, en tant qu'acteurs politiques plus ou moins autonomes, ont effectivement des stratégies diplomatiques, notamment via le sport. Et c'est vrai que ça a été oublié par la communauté scientifique. Donc c'est très bien, Lucas, merci d'avoir pu vraiment ouvrir une brèche exploratoire et vraiment une première référence, en tous les cas, sur ce sujet. On dit souvent les nations parlent et les villes agissent, et effectivement, elles deviennent des acteurs centrales de cette localisation, de ce mouvement, voilà, autour aussi de la géopolitique du sport. Alors, désolé pour cette introduction un peu longue, c'est des choses que je voulais dire parce que j'y tenais et sincèrement, j'y crois en tous les cas sur cet agenda et ce futur, ces perspectives de recherche. Et sur la question justement de la spécificité éventuelle du modèle français, j'avais justement une double question aussi. Est-ce que dans des pays qui sont encore plus décentralisés que la France, comme des pays comme l'Espagne ou l'Allemagne, est-ce que, Lucas, dans tes recherches, tu as vu des villes, des métropoles, ou voire des régions, qui ont eu aussi des diplomaties sportives, des stratégies de rayonnement par le sport encore plus développées et assumées dans ces dernières décennies? Et troisième petite question, du coup, je me permets d'avoir le micro pour compléter. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un modèle politique de décentralisation pour que les villes deviennent des actrices autonomes et aient un agenda politique? Et donc, derrière, est-ce que ce ne serait pas l'apanage des démocraties libérales et que dans les autocraties voilà, où on a un modèle vertical, autoritaire, comme tu disais en introduction, eh ben, les villes, dans ces configurations, les villes n'ont pas de mots à dire sur la scène politique internationale, ou en tout cas ont moins de marge de manœuvre pour articuler une forme de diplomatie. Donc, est-ce que ce ne serait pas le propre donc, de nos démocraties libérales? Et est-ce qu'au sein des démocraties libérales, il n'y aurait pas des différences entre la France, modèle spécifique, mais aussi d'autres pays peut-être plus décentralisés? Dans ton livre, je me souviens, tu parles de Lausanne, qui est peut-être la ville qui a la stratégie politique autour du sport peut-être la plus aboutie, je ne sais pas, c'est une question, mais aussi parce qu'elle est dans un pays où la décentralisation, le modèle fédéral suisse, permet justement cette prise de position singulière de la ville de Lausanne comme capitale olympique aujourd'hui. Donc voilà, je te laisse ces deux questions suite à la grande question d'Aurélie, et au plaisir d'écouter ta réponse, bien entendu. Merci beaucoup, Pim. Sur la question, je termine juste par la fin, en fait. Enfin, je commence plutôt par la fin. Sur Lausanne, je pense que je vais vous retourner la question et surtout peut-être à Carole, en fait, qui peut-être, étant donné qu'elle est dans le cœur du réacteur, pourrait nous interpeller, peut-être nous aider sur cette question. Euh, En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, le système sportif français, je ne sais pas s'il est unique au monde. Je n'ai pas fait d'études comparatives, il faudrait en faire. On est universitaire, tu sais bien que tout ça prend beaucoup de temps et je ne voudrais pas m'aventurer justement sur ces, sur ces questions-là que je maîtrise potentiellement moins. Ce qui est intéressant, c'est de voir que donc, on a plusieurs étapes de décentralisation en France, notamment dans son système sportif. Et on a parfois
un État qui reprend la main par moment, en fait. On a eu cette sensation, et ça n'est pas qu'une sensation, hein, pour notamment évidemment la question des Jeux olympiques et paralympiques d'été et ces candidatures. Il a fallu que l'État aussi s'empare de cette question et pas uniquement la ville de Paris. Et on l'a vu beaucoup plus récemment, évidemment, avec la candidature de la France pour obtenir les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver dans les Alpes, où là, ça a suscité en tout cas un certain nombre de critiques, notamment du côté des Pyrénées, puisque s'est posé la question de savoir pourquoi c'est justement les régions pyrénéennes n'avaient pas été sollicitées au même niveau. Alors, il y a tout un tas de raisons qui ont été avancées, mais on n'est pas forcément là pour dire si elles sont bonnes ou mauvaises. En tout cas, euh, clairement, ce système décentralisé, il est imparfait. Les villes ne sont pas complètement autonomes. Et puis après, est-ce que ce serait même souhaitable? Ce n'est pas sûr non plus. En tout cas, le constat, il est là. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à l'échelle planétaire, aujourd'hui, ces démocraties libérales, parfois, elles apparaissent un peu euh, minoritaires, en difficulté, moins efficaces, moins efficientes pour utiliser le sport à grande échelle. Alors qu'en réalité, quand on pose le constat à plat, on se rend compte que ça n'est pas tout à fait vrai. Les résultats sportifs des puissances occidentales sont toujours au niveau, entre guillemets. Euh, Énormément d'événements sportifs sont toujours accueillis dans ces puissances-là, et dans le futur, ce sera probablement encore le cas. Aujourd'hui, la question centrale, je crois, c'est l'acceptabilité de euh, ce modèle sportif, de ces méga-événements sportifs, de la façon dont on gère le sport. Et je crois que c'est véritablement la question de demain, enfin, qui est déjà là aujourd'hui, évidemment, mais on voit ces dernières années que on a de moins en moins en fait de villes qui candidatent pour obtenir des grands événements sportifs. On en a beaucoup qui même ont d'abord candidaté puis se sont retirés en fait pour tout un tas de raisons. Et la question qui se pose donc désormais, c'est de l'acceptabilité. Comment faire accepter à des populations justement issus enfin, vivant dans des démocraties libérales, certes imparfaites, mais où justement le débat public est central, etc., etc. Comment faire accepter des événements qui sont à de nombreux égards euh, anachroniques, en fait. Donc très polluants, on le sait, parfois non respectueux des droits de l'homme, non inclusifs, où le dopage peut faire des ravages. Bref, il y a tout un tas de problèmes qu'on pourrait lister, etc. Et donc, dans ce contexte-là, les villes, je crois, pourraient jouer un rôle sur cette acceptabilité, réussir à créer un dialogue avec les populations locales pour essayer de construire en fait des nouveaux événements sportifs, des nouveaux méga événements sportifs, davantage verts, davantage inclusifs. Et je ne parle pas de greenwashing, je ne parle pas de... Justement, on n'est pas dans une dynamique de on fait semblant de... Non, véritablement penser, en fait, comment, à l'aune de toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui à l'échelle planétaire liées au réchauffement climatique, aux guerres, etc., comment on pourrait penser le sport du demain. Voilà. Après, évidemment, Tim, j'ai bien conscience que je n'ai pas tout à fait répondu à ta question, tout simplement parce que je pense que c'est un champ euh, en fait, c'est pas que c'est un champ nouveau, mais c'est un champ qui a été peu investi, et cette synthèse, elle a été assez complexe à faire parce qu'à plein d'égards, j'avais l'impression de m'aventurer sur des territoires un peu vierges, en fait. Et c'était assez étonnant comme démarche et à la fois excitant parce que je pense que l'ouvrage, il est loin d'être parfait, évidemment, mais par contre, il pourra servir de petites, de petites pierres pour, pour plein d'autres édifices, à mon avis. En fait, il faut le voir un peu comme un premier jet qui défriche un chouïa, disons, cette géopolitique du sport à l'échelle des villes. Et donc, il faudrait voir finalement dans d'autres puissances européennes, par exemple,
comment ça se passe. Instinctivement, moi, par exemple, en entendant ta question, j'ai pensé à Madrid, j'ai pensé à Barcelone, etc. Mais j'ai pas assez d'éléments, malheureusement, pour pouvoir comparer, en fait. Après, peut-être justement que Carole, toi, tu en aurais. Bonjour et bonsoir à tous et toutes. Alors, avant toute chose, pardon pour mon retard, j'étais en cours et donc j'espère ne pas avoir trop raté. Je suis absolument ravie d'être parmi vous et je vous remercie tous et toutes de m'avoir invité. C'est un plaisir de revenir, même virtuellement, au sein de la maison mère. Alors, du coup, je vais essayer de répondre à ta peut-être dernière question avec des éléments, là encore, complètement imparfaits, mais plus des, des, des éléments que j'ai pu noter, moi, dans le cadre de mes recherches précédemment, et peut-être relancer et remettre dans l'escarcelle un certain nombre de réflexions, realimenter le débat sur un certain nombre d'éléments. Concernant ta dernière question sur d'autres villes, il était très intéressant de voir, par exemple, alors là encore, c'est quelque chose qui est très limité, mais l'Espagne, et plus particulièrement au sein de l'Espagne, les communautés autonomes, que sont le Pays basque et la Catalogne, beaucoup communiqué sur ces questions. Par exemple, aux alentours des années, donc Barcelone, évidemment, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de 1992, mais aussi récemment, dans un contexte de référendum pour l'indépendance de la Catalogne, avait énormément communiqué sur l'identité catalane, sur la capacité de la Catalogne et de Barcelone de recevoir un certain nombre de grands événements sportifs internationaux, de pouvoir faire apparaître des personnalités connues et reconnues comme interlocuteurs crédibles sur la scène internationale et aussi peser donc sur l'échiquier mondial. J'ai par exemple un exemple en tête. Dans le cadre de l'Euro 2016 qui était organisé en France, tous les stades masculins de football, tous les principaux stades en France étaient mobilisés dans le cadre de la compétition. Et la finale du top 14, donc du championnat masculin de rugby à 15, avait été organisée à Barcelone, au Camp Nou. Il était intéressant d'avoir pu noter qu'il y avait eu une campagne de communication très intéressante et très importante de la part de la ville de Barcelone et de la part d'un certain nombre de groupes qui étaient proches des milieux indépendantistes pour justement communiquer sur le fait qu'aujourd'hui, Barcelone était en capacité de recevoir le monde, de pouvoir apparaître comme étant un peu la ville clé et revendiquer une identité et aussi de revendiquer son indépendance face à la centralité madrilène. Un autre exemple encore en Espagne qui est celle du Pays Basque, donc avec une forte identité également et une très riche histoire également dans le domaine politique mais également dans le domaine sportif où là aussi au cours des 2 dernières années, Donostia, donc San Sébastien, a organisé des séminaires sur la diplomatie sportive qui montrent aussi qu'il y a une volonté de s'intéresser à ces questions. Et il était d'ailleurs intéressant de voir comment est-ce que, au début, c'était en 2022 que la première édition avait eu lieu. Il y avait justement eu cette volonté de venir de tester un peu, de réfléchir à cette question-là, savoir comment est-ce que le Pays basque, comment est-ce que les villes, qu'est-ce que voulait dire aujourd'hui la diplomatie sportive. Et la deuxième édition est allée aussi un peu plus loin en essayant d'interroger plus largement les questions qui avaient été soulevées lors de la première édition et aussi en faisant intervenir différentes réflexions et différents témoignages de voix qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'entendre et on avait vu des personnes c'était notamment des chercheurs et chercheuses qui s'étaient notamment exprimés sur la diplomatie sportive de certains pays et je pense par exemple à la diplomatie sportive du Pays de Galles qui pouvait être intéressante ou d'États qui n'étaient pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir comme étant établis comme des puissances internationales. Mais là encore, je vous ai pris que 2 exemples qui pourraient être, je pense, multipliés à l'envi et qui montrent aussi à quel point c'est quelque chose qui est très riche, en plein développement, en plein bouillonnement, et c'est aussi ça qui fait sa vitalité. Si Aurélie me le permet, je vais juste peut-être rebondir sur ton introduction, Lucas, avec 3 points qui me semblent importants. Je ne suis pas historienne de formation, mais il me semble aussi important de voir
et de relever ce que tu fais d'ailleurs dans ton ouvrage, le lien important entre les affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères et le sport. Et il est toujours important de rappeler que au début du XXe siècle, en France tout du moins, le ministère des Affaires étrangères était aussi aux premières loges pour organiser les compétitions sportives, organiser les déplacements des équipes nationales et la représentation des équipes à l'étranger. J'ai une trop mauvaise connaissance historique pour voir quelles ont été dans les archives diplomatiques, quand est-ce que ça a été véritablement utilisé, mais j'imagine que des historiens du sport, par exemple comme ici à l'Université de Lausanne, Patrick Claas, pourrait dire sur le sujet, mais ça me semble aussi intéressant de voir que c'est une histoire qui est riche, qui est longue, mais qui a véritablement été formalisée, annoncée, et sur lequel il y a une forte communication depuis, et tu l'as rappelé, depuis 2013-2014, avec vraiment une structuration et la nomination d'un ambassadeur pour le sport, où il y a eu un certain nombre de postes qui se sont succédés. Une ambassadrice pour le sport qui a quitté ses fonctions il y a quelques mois, et désormais ce poste-là est tenu par Samuel Ducroquet, qui est aussi une spécificité, qui n'est pas une exception française, mais qui est aussi une spécificité de la diplomatie sportive française. Ce qui me mène à une deuxième réflexion, qui est la question de savoir quelle suite à cette diplomatie sportive française. Et là encore, je te rejoins. Il y a beaucoup de choses qui s'esquissent. Il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se dessiner autour des villes, mais pas uniquement. Et donc, c'est aussi ça qui est intéressant. Et pardon pour le côté peut-être très direct de la chose, mais ça, c'est quelque chose qui, avec Pim, quand on travaillait ensemble à l'IRIS, nous intéressait de savoir. Le fait d'avoir une diplomatie sportive française qui a été annoncée comme telle en 2014, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, puisqu'on avait une espèce de vue sur le long terme ou sur le moyen terme des objectifs qui allaient être donnés, notamment avec les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. La question aujourd'hui se pose, on est aujourd'hui en 2024, la question se pose aujourd'hui de savoir quelle est la suite. Comment est-ce que cette diplomatie sportive française, elle va se développer? Par quels canaux? Par quels acteurs? Et à ce titre, les villes peuvent aussi représenter des acteurs vraiment intéressants, vraiment importants, notamment sur un certain nombre de sujets. Lié à cette question de la suite de cette diplomatie sportive française, en filigrane, il y a la question de savoir aussi face à qui. Parce que là, on parle de diplomatie, donc il y a évidemment quelque chose de très souple, de très amical dans la façon dont on se présente, mais il ne faut pas jamais oublier que c'est aussi une compétition, c'est aussi une comparaison des différentes puissances. Et se pose aussi la question, et c'est ce que tu soulignais en introduction, de savoir quelles sont les puissances que l'on peut avoir face à nous. Est-ce que ce sont des puissances étatiques? Est-ce que des puissances, des villes vont émerger dans les prochaines années, ont déjà émergé, vont émerger dans les prochaines années comme étant de véritables acteurs à part entière de la diplomatie sportive. Et dernier point qui me semble aussi intéressant et qui permet de relier à la question des villes et de leur place dans la diplomatie sportive française, c'est aussi d'observer les tendances et comment est-ce qu'on va imaginer cette diplomatie sportive. Et à ce titre, il y a deux types de tendances qui me semblent importantes, des tendances sociétales et des tendances, on va dire, du monde sportif. Je vais peut-être commencer par les tendances du monde sportif qui me semblent, qui sont plus réduites et qui pourront trouver quelques réponses dans les tendances sociétales. Mais par exemple, aujourd'hui, au regard des critiques qu'il y a sur les questions de gouvernance du sport, et notamment l'organisation des grands événements sportifs internationaux, on a tendance aujourd'hui à peut-être, certes, afficher le fait que ce soit une ville hôte qui reçoive par exemple les Jeux olympiques et paralympiques, mais en réalité, c'est l'ensemble d'un pays. Et donc, il serait intéressant de voir comment est-ce que cette tendance se confirme ou s'infirme dans les prochaines années. Notamment avec les différentes révisions qui peuvent intervenir dans les processus de candidature des grands événements sportifs internationaux. On peut penser au CIO, mais on peut penser aussi à la FIFA, à World Rugby, à la FIBA ou à la Fédération internationale de handball, pour ne citer qu'elle. Mais c'est ça qui va être intéressant de voir comment est-ce que cette tendance va être rattrapée ou non sur l'échelle du pays et du coup décentrer, dézoomer
sur l'élément qui était fait sur les villes. Et deuxième élément qu'on n'a pas mentionné, mais qui me semble aussi important, quand on parle de la diplomatie sportive française, il y a évidemment, on ne va pas y revenir, la question d'organiser les grands événements sportifs, la question de rayonner par les performances, de rayonner des performances de son club, d'un athlète, d'un sportif, d'un natif de la ville ou d'une native. Mais il y a aussi la place des représentants au sein des instances internationales. Et là se pose aussi cette question de savoir comment est-ce que des maires, des présidents de clubs peuvent arriver à rayonner, à avoir un poids sur la scène internationale sportive et arriver à faire valoir les intérêts dans un cas et dans un autre. Et ça, c'est un peu c'est un peu une question que je lance comme ça, puisque j'ai absolument pas la réponse, mais ça me semble quelque chose qui qui me semble intéressant en tout cas à envisager. Et dernier point, et pardon, j'ai été trop longue, mais je terminerai par là, une autre question sur la question des tendances sociétales, et tu l'avais dit dans tes propos introductifs, et là, il y a énormément de choses, c'est un champ, à mon sens, très riche, qui peut être complètement appréhendé, traité, enrichi par les villes sur la question de l'égalité, sur la question de l'environnement, sur la question de l'accessibilité aux infrastructures. Et donc, on sait qu'il y a une pratique qui peut être genrée sur certains pas accessoires, mais infrastructures sportives, et donc voir comment est-ce qu'on peut avoir un rôle sur ce sujet. Tu as cité à très juste titre la question des droits humains, mais en fait, c'est aussi quelque chose de très large. Et donc, voir comment est-ce que ça se décompose au sein de ces éléments-là. Et peut-être là aussi, tout aussi largement, c'est aussi de savoir comment est-ce que ces villes peuvent éventuellement avoir un rôle sur la question de la gouvernance du sport et la réforme de la gouvernance du sport, qui est un peu le serpent de mer dont on entend parler depuis des années. Il y a un certain nombre de choses qui sont en train de bouger, mais là aussi, est-ce que des villes peuvent prendre le lead, peuvent s'avancer sur un certain nombre de sujets. Et sur la question de la gouvernance, il peut y avoir, c'est quelque chose d'extrêmement large. On peut parler des questions d'intégrité, on peut parler des questions de sécurité, on peut parler des questions d'égalité des genres. Donc il y a un peu ces éléments-là, et de voir comment est-ce que la fédération, les villes peuvent, elles, avoir un rôle à jouer, des cartes à avancer sur ces sujets. Je me rends compte que je n'apporte absolument pas des réponses, mais au moins j'essaye de relancer le débat et de éventuellement susciter de nouvelles questions et de nouvelles interrogations. Non, non, c'était très riche et et très intéressant comme intervention. Merci, merci Carole. Euh, Moi, j'ai plusieurs éléments qui me sont venus quand tu parlais. Je vais les diffuser comme ça pêle-mêle, et je vais essayer de ne pas être trop long, parce qu'il me semble qu'à partir de 35, quelque chose comme ça, on passera à un moment donné aux questions. Euh, Moi, ça m'a inspiré plusieurs choses. Là, on voit si on regarde la question des athlètes russes et bélarusses à Paris 2024, euh, tout le débat que ça a suscité depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant. Euh, Quand on regarde aujourd'hui, on a trois acteurs. C'est un peu le trio magique sur cette question, je trouve. Et ces trois acteurs qui disent trois choses différentes. On a Anne Hidalgo, donc maire de Paris, qui dit qu'elle ne veut pas des Russes et des Bélarusses à Paris. On a Emmanuel Macron, qui dit, donc président de la France, qui dit que lui suivra la décision du CIO. Et on a le CIO qui dit, bon, on les accepte, mais c'est à chaque fédération finalement internationale de suivre ses propres envies, en fait. Et donc, on a différentes fédérations qui ont accepté ou non de faire en sorte que les athlètes russes et bélarusses puissent participer aux épreuves pour pouvoir se qualifier pour les Jeux olympiques et paralympiques. Euh, Ce que je trouve intéressant, c'est que cette situation-là, donc Hidalgo, Macron, CIO, euh, dans plein d'États, elle n'aurait pas pu exister. Ce débat-là, il n'aurait pas existé, puisqu'en fait, ça se serait passé en Russie, il y aurait eu uniquement CIO, Vladimir Poutine. Ça se serait passé au Qatar, j'imagine que ça aurait été similaire avec les autorités qatariennes, etc. Là, ça suscite un débat, ça suscite une discussion. Et ça suscite même plus largement, on le voit depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, euh,
un lobbying de plein de partis différents. Et je trouve ça assez sain dans une certaine mesure, puisqu'il y a un débat, en fait. On a euh, l'Ukraine, avec un certain nombre de ses alliés occidentaux, pas tous, hein, qui, depuis plusieurs mois, fait valoir ses intérêts, veut que finalement la Russie ne participe pas à la compétition. En face, on a énormément de puissances non occidentales, notamment, je pense au continent africain, je pense à l'Amérique latine, je pense aussi à la Chine en Asie, etc., qui poussent au contraire à l'inverse. Et donc, le sport devient finalement un espace, dans une certaine mesure, démocratique, où la discussion, le débat est présent, jusque sur le territoire français directement. Mais on a quand même la sensation, c'est ma conclusion sur cette question en tout cas, que à la fois le CIO, à la fois la ville de Paris et un certain nombre d'autres acteurs du sport naviguent un peu à vue en fait, sur ces questions-là et s'adaptent au fur et à mesure, en fait. Euh, Si on s'intéresse, et c'est une autre partie de ce que tu décrivais tout à l'heure, justement à d'autres villes du sport qui ont émergé ou pourraient émerger. Euh, Moi, j'ai ce souvenir-là justement d'un voyage en Russie il y a quelques années. C'était dans la ville de Innopolis. Je ne sais pas si ça vous parle, probablement pas. Kazan, ça vous parlera peut-être plus. Bon, Kazan a mis en place une politique sportive hyper impressionnante depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, en fait depuis le début des années 2000, hein, concrètement 2005, avec l'obtention des Universiades de 2013. Euh, C'était Vladimir Poutine qui avait encouragé ça en demandant justement à ce que les autorités locales mettent euh, beaucoup de moyens dans ces domaines-là, etc. Et à tel point qu'en fait, ils ont carrément créé une ville à côté de la ville, donc Innopolis, pour justement accueillir les événements sportifs, accueillir les athlètes, créer des villages sportifs hyper modernes et s'imposer comme l'une des principales villes sportives de Russie à l'international. Et d'ailleurs, le, euh, le surnom de Kazan en Russie, c'est la capitale sportive de la Russie. C'est comme ça que qu'on utilise cet argument. Je sais qu'en Corée du Sud aussi, par exemple, on a des villes similaires, des villes sportives qui ont commencé à émerger ces dernières années, des villes plus que ça, ce qu'on appelle des smart cities, en fait, des villes très modernes, où finalement tout est fait pour avoir une vie saine, technologique, etc., etc. Le constat, par contre, c'est que toutes ces villes nouvelles euh, sportives n'ont pas encore un rayonnement euh, aussi important qu'on aurait pu l'imaginer. Souvent, les villes qui rayonnent grâce au sport, ce sont des villes qui, historiquement, en fait, rayonnaient déjà avant. Enfin, c'est la sensation, en tout cas, que j'ai en discutant avec vous. Paris euh, existait avant d'utiliser le sport. Barcelone, Madrid aussi. Et finalement, le sport a été rajouté au-dessus. Voilà. Donc, le sport n'a peut-être pas toutes les vertus qu'on pourrait imaginer. Et après, dernier point, euh, il y a une mutation qu'on peut observer à l'aune de la préparation des JOP de Paris 2024. C'est que, effectivement, euh, cette édition olympique ne se cantonne pas uniquement à la ville haute en fait. Ça n'est pas uniquement Paris qui va rayonner à travers cet événement, puisque un certain nombre d'initiatives ont été mises en place justement pour décentraliser l'événement, pour faire en sorte que d'autres villes en profitent, d'autres épreuves se déroulent à d'autres endroits, etc. Il y a eu la création notamment du label Terre de Jeux, qui visiblement plaît beaucoup en France, puisque beaucoup de villes, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que beaucoup d'entre elles ont fait la démarche pour l'obtenir, parce que comprenant que la marque en fait olympique pouvait les aider à rayonner, etc. Et les échos que j'ai pu en avoir, notamment du côté du CIO et aussi des représentants des villes, etc., c'est que c'était une initiative qui sera probablement amenée à être répétée dans le futur. Parce que justement, on ne veut plus faire d'un événement
qu'un événement soit cantonné uniquement à une ville ou à quelques-unes, mais peut-être qu'il puisse rayonner sur un certain nombre de territoires dans le même pays, en fait. Après, se pose une autre question, du coup, à la suite de celle-ci, c'est que un événement sportif, c'est bien, mais on a ce qu'on appelle l'effet rebond, en fait. C'est-à-dire que l'événement se tient, le tourisme vient, l'image s'améliore, etc. Et quand ça se passe bien, évidemment, parce qu'on n'a pas parlé de quand ça pourrait mal se passer. Enfin, on l'a un peu évoqué, mais c'est vrai que Paris 2024 va être au centre d'un certain nombre de préoccupations sécuritaires. Mais bon, on parlera peut-être une autre fois ou plus tard. Mais en tout cas, comment réussir du coup à penser une stratégie sportive de la part des villes sur la durée pour faire en sorte justement d'éviter que après le Tour de France, après les JO, après l'Euro, il y ait un vide. Voilà. Alors dans le livre, on évoque quelques pistes qui sont maigres, hein, j'en conviens, mais je vous les donne comme ça, à la volée, et puis après on pourra en discuter. Mais euh, utiliser, là comme ça, il y en a trois qui me viennent. Pour certaines villes, il y a évidemment l'ultra spécialisation sportive qui est un élément qui peut être important, surtout quand on est une petite ou une moyenne ville. C'est-à-dire qu'on va utiliser des caractéristiques historiques, culturelles, géographiques ou les trois en fait, pour développer un sport en particulier et réussir finalement à en faire un vecteur d'influence sur la durée. Donc, l'exemple que je prends souvent en ce moment quand je donne des interviews sur le sujet, c'est les jeux équestres et de manière générale, c'est l'équitation à Caen, par exemple. Voilà. Donc, en fait, ça peut paraître anodin, mais ça permet de placer la Normandie sur la carte de l'équitation mondiale. Alors, ça peut paraître très spécifique, très précis, très entonnoir, etc. Mais quand, et je suis normand, donc je sais de quoi je parle, et les Normands m'en voudront pas, mais quand on a des équipes de foot qui sont finalement assez peu, disons, qui connaissent des succès assez cas un cas, on va dire ça comme ça, le Rouen, Le Havre et Caen, finalement, sont relativement dans le ventre mou sous spécialisation, permet en fait de créer une autre identité et d'exister sur la durée potentiellement à travers celle-ci. Si on parle par exemple de la géographie, alors ça peut paraître bête comme ça, mais en fait c'est aussi important, mais utiliser les spécificités de son territoire pour pour participer à un tourisme de sport-aventure, par exemple. Donc c'est très à la mode ça maintenant. Beaucoup de gens voyagent en réfléchissant à des destinations par le biais sportif. Donc, on va faire des randos en montagne, on va faire du kitesurf dans telle ou telle station balnéaire, etc., etc. On va faire un ultra trail par-ci, par-là et tout ça. Et donc, certaines régions ou certaines villes pourraient, et le font déjà pour certaines, développer justement une image sportive liée à une spécificité géographique. Donc, la montagne, c'est simple, la mer, ça l'est aussi, mais d'autres espaces le sont peut-être un peu moins évidemment. Voilà, donc c'est quelques pistes que je vous donne comme ça. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir. Peut-être Pim. Bon, si je peux, merci beaucoup. Je prends la balle au bond rapidement avant qu'on la coupe. Donc voilà, je crois que j'ai quelques minutes. Merci pour ces différentes réflexions et merci à Carole pour effectivement là aussi tout plein de perspectives et de sujets à traiter et à considérer autour de cette question de la géopolitique sportive autour des villes. Moi, je vais juste terminer sur trois précautions à prendre lorsque l'on va maintenant approfondir ces réflexions dans un cadre scientifique ou un cadre opérationnel pour les villes, les territoires urbains, les métropoles qui réfléchissent et qui conceptualisent aussi leur stratégie. Je pense qu'il faut tout d'abord, première précaution à prendre, c'est qu'il faut bien dissocier les méga événements sportifs comme les Jeux Olympiques, qui sont un peu des épiphénomènes, des événements sportifs internationaux comme des championnats du monde de badminton, des championnats de e-sport, des compétitions ponctuelles ou récurrentes. Bref, il y a beaucoup de formats d'événements sportifs ou de formes d'influence par le sport ou de stratégies sportives. Il y a aussi des partenariats, il n'y a pas que les événements, il
il y a plein de dimensions possibles. Et donc, il faut bien dissocier. C'est qu'on parle beaucoup des Jeux Olympiques, des autres événements, parce qu'effectivement, dans les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde de football, effectivement, la ville partage un peu l'autorité et la préparation et le rayonnement autour de ces événements avec l'État et la région. Mais dans d'autres événements, les villes ont plus de latitude pour défendre leur propre agenda. Le deuxième chose à prendre en compte, c'est effectivement le caractère, et tu l'as mentionné, Lucas, le caractère assumé, parce qu'on parle beaucoup de géopolitique du sport pour des États ou des villes, mais finalement, peu d'États ont une diplomatie sportive vraiment assumée, structurée. Donc voilà, on a beaucoup d'effets internationaux liés à des investissements sportifs, mais peu d'entités politiques, et surtout pour les villes. Alors, Carole, tu en as mentionné quelques-unes, effectivement très juste, mais en fait, il y en a peu qui vraiment vont assumer une diplomatie sportive, une géopolitique, enfin, un investissement dans la géopolitique du sport. Et donc, c'est important quand on analyse les effets euh, les effets liés à des investissements sportifs par des États, mais aussi par des villes, de bien voir dans quelle mesure c'est structuré et qu'il y a vraiment une volonté de rayonnement diplomatique. Parce que c'est vrai que les villes aujourd'hui, elles investissent dans le sport international aussi pour des questions d'urbanisme, de tourisme, de culture, de sécurité, de santé. Et donc, c'est vrai qu'il faut bien faire la part des choses entre voilà, des stratégies géopolitiques assumées, structurées, et d'autres stratégies en fait, qui seraient plus liées à d'autres enjeux politiques, de politique publique, et que donc les effets internationaux derrière seraient en fait des effets secondaires, plus que des effets primaires. Et cette précaution, c'est vrai que sur le concept de soft power en général, de diplomatie sportive en général, quand on l'applique aux États, c'est aussi un des flous, une des critiques qu'on peut avoir autour de cette notion, parce qu'effectivement, il y a des États qui peuvent avoir un soft power, ou des villes avoir un soft power, alors que ce n'était pas vraiment la volonté. Donc là aussi, dans nos prochains travaux sur cette question, il faudra prendre cette précaution. Et la troisième précaution, c'est bien réfléchir aussi aux effets, et de voir finalement, derrière ces stratégies, derrière ces volontés politiques d'investir dans le sport international, quels sont les effets? Quels sont les effets pour Paris en tant que tel, en tant qu'entité politique? Et est-ce que les effets sont pour la ville ou pour certains acteurs politiques dans la ville, comme je sais pas, la mairie ou des acteurs économiques? Et pareil, on a cité ces exemples de Barcelone, Madrid ou Marseille. Voilà, quelles sont finalement les retombées? Et est-ce que ça marche? Quels étaient les objectifs en fait initiaux? Et quels sont les résultats? Comment est-ce qu'on peut ajuster ça? Donc ça, je pense que c'est une troisième focale que je pense on doit suivre lorsqu'on va travailler dans le futur, parce qu'effectivement, tous ces travaux s'ouvrent devant nous, hein, dans le futur. Et donc voilà, je pense que c'est des choses qu'il faut avoir en tête pour bien faire la part des choses également, et couvrir en fait le sujet de façon voilà, juste et équilibrée. Et répondre aussi aux critiques sur ces concepts de soft power, de sport power, qui parfois peuvent être un peu flous et s'éloigner de stratégies politiques structurées, assumées, claires, avec des résultats tangibles, etc. Merci. Merci à tous les trois. Je vous propose qu'on passe à la session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, chers internautes, à poster vos questions. On en a déjà deux. La première reprend la notion d'acceptabilité qu'on a évoquée. La question est la suivante. Comment expliquez-vous que Lausanne ait refusé d'organiser les JO, y compris en votation populaire? Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre à cette question? Je n'ai pas en tête de votation populaire à Lausanne, alors peut-être que Carole va compléter. Je crois parce que Lausanne a reçu les Jeux de la jeunesse en 2020, Jeux olympiques de la jeunesse, qui était un événement qui me semble réussi. En tout cas, j'étais sur place à l'époque, et donc ça avait été vécu comme un événement réussi, il me semble, par les Lausannois et les Lausannoises. Par contre, je crois que c'est la candidature de Sion pour les Jeux d'hiver 2026 qui a été remportée par Milan depuis. Mais effectivement, le canton du Valais avait rejeté la candidature, en tout cas le soutien du canton financier, donc le soutien financier du canton à la candidature, et donc ça avait fait achoper la candidature de Sion. Et c'est vrai que les Valaisans
sont voilà, un territoire, on a parlé déjà du fédéralisme suisse, et c'est vrai qu'il y a chaque canton, chaque territoire a ses propres particularités culturelles, linguistiques, etc. Et c'est vrai que les Valaisans avaient je pense, une vision différente des grands événements sportifs que peuvent l'avoir, par exemple, dans le canton de Vaud ou dans d'autres cantons suisses. Donc les Valaisans avaient leurs propres intérêts, et c'est différent du cas de Lausanne. Je ne pense pas que Lausanne ait rejeté dans des cadres de votation de grands événements sportifs. Mais voilà, les Valaisans, je me souviens, j'étais en Suisse à l'époque, voilà, critiquaient bien sûr le caractère éventuellement dispendieux de ces grands événements sportifs, les doutes sur les impacts, le coût financier, bien sûr. Dans mon souvenir, c'était ça qui émanait du débat politique et du refus des Valaisans de soutenir financièrement cette candidature. Merci, Pim, pour ta réponse. On a une nouvelle question, alors cette fois plus sur l'émergence de nouveaux pôles de puissance de sport. La question est la suivante. Pensez-vous que l'actuel impact des pétromonarchies dans le sport, Qatar et Arabie Saoudite pour l'organisation des Coupes du Monde de foot, des tournois de tennis et d'événements e-sport, sera-t-il durable malgré leur régime politique et dans une région du Moyen-Orient plus ou moins instable? Lucas, tu veux éventuellement répondre à cette question? Je peux ouvrir quelques pistes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une mutation des usages du sport de la part des monarchies du Golfe ces dernières années. On a eu dans un premier temps le Qatar qui a ouvert la voie dans les années 90-2000 avec évidemment 2010-2011, le moment où le Qatar donc, obtient le mondial de football 2022 et le moment où 2011 le Qatar rachète le Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est deux moments évidemment clés. Euh, on a vu derrière, dans la décennie 2010, un certain nombre de monarchies du Golfe investir à l'étranger dans le sport. Donc les Émirats arabes unis, donc le Qatar et l'Arabie saoudite principalement. Et à partir de la Coupe du Monde de football 2022, on a observé un changement, une mutation. Alors est-ce qu'elle va être durable? C'est évidemment trop tôt pour le dire. On n'est que en 2024, ça fait que 2 ans. Mais en tout cas, l'Arabie saoudite s'est mise à investir dans le sport, mais non pas cette fois vers l'étranger, mais pour attirer des joueurs étrangers de premier plan, je pense au football, mais pas uniquement, on peut parler du golf par exemple aussi, mais chez elle cette fois. Donc là où la volonté par exemple du Qatar était d'investir à l'étranger, la volonté de l'Arabie saoudite, c'est de décentrer en fait, le sport mondial, de déplacer en fait, de devenir plutôt un pôle, un pôle important du sport et un pôle de gravitation, en fait, tout simplement. Quand vous avez des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Neymar, etc., même si ce sont des joueurs vieillissants, ça reste des méga stars du football et plus largement du sport, en fait. La question maintenant, c'est de savoir si tout ça va durer. Dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, la stratégie du Qatar ou la stratégie de l'Arabie saoudite, à savoir à l'extérieur ou à l'intérieur. Euh, Évidemment, on ne peut pas tirer de conclusion pour le moment. Ce qu'on peut dire, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le passé récent. En gros, on a observé qu'un certain nombre de puissances qu'on qualifiait d'émergentes à une certaine époque ont tenté des stratégies sportives de ce type-là. Je pense d'une part à la Russie, d'autre part à la Chine. Deux puissances qui ont mis énormément d'argent à un moment donné dans le sport mondial et notamment dans le football. La Russie dans les années 2000, début 2010, et la Chine dans les années 2010, jusqu'en 2019, en gros, 2020 à peu près. Et à chaque fois, en fait, ces stratégies, elles n'arrivaient pas à être pérennes. En fait, elles fonctionnaient un peu comme les méga événements sportifs par effet rebond. Donc, on avait effectivement Samuel Eto'o qui jouait au Makhachkala en Russie pendant 2 saisons, mais une fois qu'il est parti, en fait, il n'y avait plus rien derrière. Le club, lui, il s'est effondré, en fait. Et donc,
il y a plusieurs éléments à prendre en compte, dont la culture locale, etc. La culture footballistique ou sportive locale, etc. Ce qui est intéressant, c'est que l'Arabie Saoudite a une culture sportive et footballistique assez développée. Donc en fait, on peut tout à fait imaginer que là où ça a échoué, par exemple en Chine et en Russie, ça pourrait fonctionner là-bas. Voilà. Mais bon, c'est évidemment trop tôt pour le dire, mais c'est pour donner des pistes. En tout cas, vous parliez, je réponds à la question, vous parliez d'instabilité politique. Pour le moment, ces régimes semblent quand même assez stables, je trouve, si on parle vraiment des monarchies du Golfe. Et elles ont des objectifs, pour le coup, à moyen, voire long terme, qui est de penser l'après-gaz et l'après-pétrole. On estime que leurs réserves de gaz et de pétrole pourraient durer entre 50 et 100 ans encore, plutôt vers 100 ans que 50 d'ailleurs. Et donc, on est dans une dynamique de penser le monde d'après, leur monde d'après, avec beaucoup d'ironie parfois, évidemment, les stades climatisés dans le désert en font partie. Oui, Carole? Oui, pardon, juste deux petites remarques qui me semblaient, trois petites remarques rapides hein, qui me semblent importantes pour compléter ce que disait Pim sur la Suisse et pour aussi répondre à la suite des commentaires qui avaient été faits dans le chat. C'était aussi intéressant de voir comment est-ce que la Suisse avait candidaté à l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2030 et comment il y avait eu cette candidature qui s'était développée et finalement qui avait été refusée au profit de la candidature française des Alpes françaises avec désormais une incertitude sur la possibilité de les accueillir. On voit beaucoup en Suisse aujourd'hui le 2000, enfin 203X pour savoir est-ce qu'on va les accueillir en 2034 potentiellement ou est-ce qu'on va les accueillir en 2038. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Et ce qui est aussi intéressant à mon sens, c'est qu'il y a eu beaucoup de réflexions dans les médias suisses sur essayer de comprendre pourquoi cette candidature qui semblait plutôt intéressante, a été balayée par le CIO au profit d'une candidature française qui apparaissait un peu plus arrivée un peu non pas au dernier moment, mais qui paraissait peut-être un tout petit peu moins prête sur un certain nombre de sujets, même si là encore les apparences peuvent être trompeuses parce que la réalité politique et les interventions au plus haut niveau de l'État français ont aussi fait pencher la balance et ont apporté des garanties ce qui n'a pas forcément toujours été le cas du côté suisse. Je ferme la parenthèse en Suisse pour juste mentionner deux choses importantes qui me paraissent essentielles de rappeler. La première, c'est qu'il y a, à mon sens, autant de diplomatie sportive que d'État. Et donc, c'est aussi toujours très important d'avoir en tête que les diplomaties, notamment pour la question sur les pétromonarchies, il est très intéressant d'analyser ces diplomaties sportives, mais il est surtout essentiel de les comparer parce que la façon dont elles vont être menées vont être radicalement différentes, parce qu'il va y avoir aussi, et c'est le second point, des objectifs qui vont être radicalement différents. Les objectifs, par exemple, dont on parle n'a pas besoin d'accueillir potentiellement et très probablement la prochaine Coupe du monde masculine de football en 2034 pour être considérée comme une puissance. Elle est déjà une puissance économique, politique, diplomatique, culturelle, géographique, à la différence d'autres États qui sont plus qui sont ou qui étaient plus discrets sur la scène internationale et qui donc du coup ont utilisé le sport dans une logique d'affirmation de puissance. Et un autre dernier tout petit élément que je voulais aussi préciser, c'est aussi intéressant quand on parle de la diplomatie sportive, évidemment c'est tourné vers l'extérieur, vers les voisins, vers l'autre côté du globe. Mais il y a aussi dans cette politique-là une politique tournée vers le côté national. Et c'est aussi et c'est ce que rappelait Pim avec la nécessité d'avoir en tête l'implantation au sein du pays de la politique qui est menée et de voir comment est-ce que concrètement cela va parler à la population sur des questions d'éducation, sur des questions de santé publique, sur des questions de formation éventuellement ou de débouchés. C'était les deux éléments que je voulais préciser. Oui, et juste, je me permets du coup d'aller dans ton sens pour très rapidement continuer. En fait, l'une des questions centrales aussi, enfin, c'est ce que tu viens de dire sur la fin, c'est la question des représentations du sport. Comment les différents États, les différentes populations se représentent le sport. Et c'est assez fascinant de voir que
on est sur un objet de recherche, le sport, euh, qui a une vocation universelle, mais qui est regardé de façon très différente en fonction des régions et des histoires, etc. Et quand on compare évidemment la vision chinoise de la vision russe, de la vision française, de la vision américaine, britannique du sport, on ne va pas faire un cours d'histoire du sport, mais c'est assez fascinant de voir que cet objet sportif à vocation universelle, qu'on appelle souvent fait social total, etc., en fait, il est pensé de façon très différente en fonction des histoires, des cultures et des États. Il nous reste pas mal de temps. On va essayer de traiter un maximum de questions, mais il y en a quand même beaucoup. À quoi peut-on s'attendre pour Paris après les Jeux en termes d'héritage? Est-ce que Paris peut entrer dans une autre dimension en tant que place forte, encore plus forte, du sport mondial, à l'image d'autres grandes villes qui ont reçu les Jeux, Barcelone, Sydney, Pékin? Quelqu'un est inspiré? Je veux bien me lancer. C'est une excellente question, bien sûr, très difficile à répondre parce que c'est la prospective. Après, on voit bien que dans les mégacités qui ont accueilli ce type d'événements et qui ont effectivement investi dans beaucoup d'infrastructures pour les événements, mais aussi pour les entraînements, les préparations, etc. Et à Paris, dans la région parisienne, c'est le cas. Derrière, s'il y a une volonté politique, effectivement, une volonté des acteurs économiques, sportifs locaux, d'instrumentaliser, de profiter de ces infrastructures pour poursuivre le rayonnement, et bien, s'il y a des investissements politiques derrière, et bien, effectivement, le rayonnement, l'utilité va être tout à fait, et l'héritage donc, va être tout à fait rendu possible. Mais ça dépendra des acteurs, encore une fois, politiques et économiques, s'ils veulent vraiment mettre à profit et investir dans l'entretien, le maintien et l'articulation de stratégies d'instrumentalisation de toutes ces infrastructures et ces compétences humaines et techniques pour l'accueil d'événements sportifs, mais aussi des partenariats sportifs avec d'autres acteurs économiques, politiques à l'international, qui peuvent aussi contribuer au rayonnement et à ces stratégies internationales. Voilà, réponse courte. Si on a d'autres questions, voilà, pour laisser un peu plus de place. Lucas et Carole, vous voulez compléter ou je passe à la question suivante? Juste peut-être un élément, pas du tout pour compléter, c'est pas du tout une réponse de normande, désolé Lucas de dire ça, mais il y a eu un très bon épisode hein, d'un podcast qui s'appelle Sous les radars, qui a été publié par France Culture, qui justement s'intéresse à la question de l'héritage des grands événements sportifs internationaux, et où Hugo Bourbilière, collègue de Pim Verschuren, ici présent, de l'Université de Rennes, intervenait et du coup donnait quelques éléments de réponse. Et l'émission dure 30 minutes et elle aborde un certain nombre de questions. Donc, vous trouverez sans doute un certain nombre de réponses dans ce podcast-là, sans vouloir complètement passer la balle. On change un petit peu de registre. Lucas, c'est un sujet que tu abordes dans ton livre, notamment sur l'organisation des grands événements sportifs internationaux féminins. La question est la suivante, c'est est-ce que les soutiens et actions politico-sportives fortes sur le plan de la parité menées notamment par Lyon et Nantes sont des actions pour se positionner comme ville féministe? Peut-être que Carole voudra également intervenir, ou Carole en premier peut-être. Oui, peut-être Carole sur cette question, effectivement. C'est plutôt ton domaine, je crois. Oui, mais on va complètement dépasser le temps imparti. Non, pour le coup, ce qui est intéressant, pardon, là encore, hein, il y a plusieurs choses hein, qui me viennent à l'esprit, et pardon par avance si c'est un peu confus, mais d'une part, on a vu se développer au cours des dernières années, là on sort un tout petit peu de la dimension sport, mais on a vu se développer au cours des dernières années une diplomatie féministe. On a vu se développer au cours des dernières décennies une diplomatie sportive. Au regard de l'activité d'un certain nombre d'instances, au regard de l'activité de certains nombres de villes, il serait intéressant sans doute de voir une espèce de fusion de ces deux concepts pour voir si quelque chose pouvait se créer sur une diplomatie sportive féministe et qui pouvait se prendre corps
avec un espèce de mélange de ces deux éléments. Je me rends compte que je réponds pas du tout à la question qui est donnée, mais pour le coup, ce qui est intéressant aujourd'hui, j'aurais une très mauvaise analyse, hein, sur l'action diplomatique, mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment est-ce que les villes aujourd'hui se saisissent de ces questions-là. Et quand on parle d'égalité de genre, c'est aussi de savoir qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce qu'on met derrière. Il peut y avoir la question de l'accessibilité aux infrastructures, la question du soutien à des clubs, la question de l'aide à la professionnalisation de ces clubs, la question de la médiatisation de ces équipes, de ces sportives, de ces dirigeantes qui peuvent être envisagées. Et il peut aussi y avoir l'accueil de grands événements sportifs sur son sol. Et je pense que la question aussi faisait référence à Lyon, dans le cadre où elle a été ville hôte des deux demi-finales et de la finale de la Coupe du Monde féminine de football qui s'est tenue en France en 2019. Et donc c'était aussi cette logique-là. Mais ce qui va surtout, à mon sens, être important, c'est de voir... Il serait sans doute un tout petit peu alors, maladroit de ma part de tirer des conclusions hâtives, hein, et c'est surtout quelque chose que je éviterai de faire, mais surtout ce qui va être intéressant, c'est de suivre sur le long terme ces dynamiques-là. On a vu trop souvent, notamment sur les questions de féminisation du sport, des initiatives, des coups de com' qui ont été mis en place, des annonces qui ont été faites, mais qui, à la faveur d'une crise sanitaire, à la faveur de actions économiques, se sont ensuite retrouvées fragilisées. Et donc, à mon sens, ce qui va vraiment être important, c'est de voir comment est-ce que ces initiatives-là vont se pérenniser dans le temps et si ça s'inscrit véritablement dans une politique de la ville qui est étayée, soutenue par différents acteurs et actrices. Et ça ne doit pas, à mon sens, reposer que sur une seule personne, mais bien au contraire, sur différents services, au plus haut sommet de la ville, de la région ou de l'État, mais aussi sur la coordination des différents services, hein, qui font tourner la machine sur ce sujet. Et il y a aussi, on l'a cité, les acteurs économiques qui ont pleinement leur rôle à jouer sur ces questions, sur les questions de médiatisation évidemment, sur les questions de développement d'équipements, d'infrastructures, qui me semble aussi important à rentrer en ligne de compte. Désolée pour cette réponse complètement feu d'artifice, mais c'était en tout cas les premiers éléments que ça m'a inspiré, et surtout l'importance, à mon sens, de suivre ce sujet et d'analyser précisément ce sujet sur le long terme. Oui, et c'est intéressant de voir que de manière générale, les villes sont à réaction aussi en fonction des manifestations populaires de telle ou telle société, etc. Et les initiatives écolo, les initiatives inclusives, les initiatives d'aide à certaines populations en difficulté, par exemple, grâce au sport, elles sont venues aussi parce que c'était dans l'air du temps. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est de voir justement si des villes moins importante parce que finalement que Lyon s'empare de cette question, ça semble assez logique aujourd'hui, tout comme Paris par exemple, etc. Même si ça n'est pas du tout gagné, bien entendu. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si des villes plus petites, des villes moyennes, petites, comme on les appelle, à un moment donné, pourraient s'emparer justement de ces questions-là pour se dire, mais en fait, on pourrait avoir l'opportunité de devenir des exemples à peu de frais, puisque finalement, c'est peu coûteux, en fait, d'utiliser le sport de façon inclusive, de façon verte, de réfléchir à un modèle efficace, durable, etc., sur toutes ces questions-là. Et ça, c'est des pistes, justement, qu'on a essayé de développer dans l'ouvrage avec France Urbaine et Territoires d'événements sportifs. Euh, Penser le sport de demain, ça passe aussi par là, je crois. Bien, écoutez, nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti. Il y avait de nombreuses questions et je suis navrée qu'on n'ait pas pu toutes les traiter. Il y a bien d'autres réflexions qui pourraient être intéressantes à mener. On espère poursuivre cette conversation avec vous à l'occasion d'un autre événement. En tout cas,
Merci Lucas, merci Carole, merci Pim pour les différents éclairages et les questions que vous soulevez. C'était absolument passionnant. Merci également à France Urbaine et Territoires d'événements sportifs, sans qui cet ouvrage n'aurait pas pu voir le jour. Évidemment, vous pourrez le retrouver dans toutes les bonnes librairies. Il est paru aujourd'hui, en fait, c'est tout frais, il est tout chaud. Voilà pour ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cet échange. Et puis évidemment, merci au pôle colloque de l'IRIS qui a œuvré pour l'organisation de cette visioconférence. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Et je rajouterais juste une chose très brièvement. De manière générale, je voudrais donc évidemment remercier Pim, Carole, Aurélie, Nathalie, Pauline au Polyvénement, etc. Toutes les équipes forcément de Territoire d'événements sportifs et France Urbaine sans qui tout ça n'aurait pas pu exister, évidemment. Toute l'équipe de Flammarion autrement aussi. Et juste terminer sur ça, cet ouvrage, c'est une proposition parce qu'on était vraiment parti d'un constat, c'est qu'il y avait un vide. Il y avait un vide et c'est ce qu'on se disait avec Aurélie ce matin au téléphone. En fait, c'est mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Quand on les nomme pas du tout, en fait, elles sont là, mais finalement personne ne s'en empare. Bon, cet ouvrage, c'est cette proposition-là. Après, à voir évidemment ce que les villes, la population, etc. vont en faire. Mais en tout cas, on a hâte de voir ce que vous en pensez. Voilà. Parfait. Eh bien, merci Lucas pour cette belle conclusion. Au Bonne revoir, soirée merci à beaucoup. toutes et à tous.